Au milieu du XIe siècle, lorsque le soleil tombe sur les dômes d'or de Constantinople, l'Empire byzantin tient encore la mer et les montagnes comme un géant fatigué, mais debout. Les remparts de Théodose dressent leurs 3 lignes de pierre face au vent du Bosphore. Les aigles impériaux scintillent sur les étendards. Pourtant, sous les mosaïques et la pourpre, les forces secrètes du destin sont déjà à l'œuvre. Depuis la grande dynastie macédonienne, la ville reine commande les terres de Thrace, de Macédoine, d'Anatolie, de Syrie morcelée, de riches îles et de hautes plaines. Mais après 1056, la chaîne solide des empereurs se brise. Les règnes se succèdent comme des torches que l'on éteint trop vite. L'autorité chancelle, les grands du palais murmurent, les généraux se regardent en chiens de faïence. L'empire demeure vaste, mais son centre vacille. En mai 1067, un souffle lourd traverse le Boucoléon. Constantin X Doukas s'éteint. Le lit impérial est froid. Dans la pénombre, l'impératrice Eudocie Macrembolitissa prend la régence. Elle tient d'une main les sceaux de l'Empire, de l'autre ses fils encore jeunes, Michel, Andronique, Constantin. 3 garçons sous la garde d'une mère face à un monde de loups. Dans les couloirs du palais, la famille Doukas s'organise, sûre de son droit, sûre de son sang. Le César Jean Doukas, austère et calculateur, Michel Psellos, maître des lettres, tisseur de mots et d'intrigues. Tous scrutent Eudocie. Tous calculent le jour où elle faiblira. Pendant que la cour discute, la frontière orientale respire mal. Au-delà des montagnes d'Anatolie, les plaines frémissent sous les sabots turcs. Depuis les années 1040-1050, les cavaliers venus des steppes percent la peau de l'Empire comme une pluie d'aiguilles. Les thèmes, ces vieilles circonscriptions militaires qui donnaient autrefois des paysans soldats robustes, se vident doucement. Les garnisons frontalières se réduisent. On compte les pièces d'or, on ménage les dépenses. Des forteresses autrefois pleines de boucliers ne gardent plus que des murs et des souvenirs. Et pourtant, l'Anatolie orientale est le bouclier de l'Empire. Là, les rocs de Cappadoce dressent leurs cheminées de pierre, trouées de grottes et de chapelles. Là, l'Arménie byzantine veille, pays de montagnes et de châteaux cramponnés aux crêtes. Là, la Mésopotamie supérieure étend ses vallées, couloirs entre les mondes, route pour les armées venues de Perse, de Syrie, des terres de l'Euphrate. Ces régions sont des tampons, des digues. Si elles cèdent, le flot ennemi ne trouvera plus de frein avant le cœur de l'Anatolie, avant les routes qui mènent à Nicée, avant les collines qui dominent la mer de Marmara. Là-bas, à l'est, grandit qu'une autre puissance. Des campements auguzes, des confédérations turques, s'élève une dynastie, les Seldjoukides. En Iran, en Irak, leurs tentes se muent en palais. Ils avancent, guidés par la foi et par la faim de terre. En 1055, Bagdad tombe sous leurs mains. Le calife abbasside, ombre sacrée d'un pouvoir passé, devient le joyau dans la couronne des guerriers turcs. Les émirs seldjoukides portent leur légitimité comme une épée bénie. Désormais, leur domination n'est plus seulement militaire, mais sainte. En 1063, dans les plaines d'Orient, un nom s'impose, Alp Arslan, le courageux lion. Il reçoit le titre de sultan des Seldjoukides. Il n'est plus un simple chef de guerre, mais le porteur d'un destin impérial. Il consolide son autorité en Iran, en Transoxiane, en Haute-Mésopotamie. Ses cavaliers chevauchent au milieu des vents secs, leurs arcs bandés, leurs chevaux nerveux comme des flammes. Il regarde vers l'ouest, vers les terres grasses de l'Anatolie, mais ses premières batailles s'orientent au sud. Car, à la fin des années 1060, Alp Arslan se tourne contre les Fatimides. En Syrie, en Haute-Mésopotamie, autour d'Alep et de Mossoul, ses bannières ondulent. Les villes changent de maître, les alliances tournent. Le sultan lutte, négocie, frappe, recule, revient.
Une part de ses forces demeure ainsi attirée loin du plateau anatolien. C'est là, dans cet écart, que se prépare l'illusion fatale de Byzance. En Anatolie, avant 1071, la guerre ne rugit pas encore en bataille rangée, mais en morsures rapides. Les raids turcs se succèdent. Des éclaireurs, des bandes de cavaliers percent les frontières, brûlent un village, enlèvent du bétail, disparaissent dans la poussière. Les chroniqueurs byzantins, comme Michel Ataliates, racontent ces chevauchées qui poussent toujours plus loin. Cappadoce touchée, Cilicie troublée. Parfois même, dit-on, des nuées de cavaliers approchent des environs de Nicée, si proches déjà des rives de la mer. Les pierres d'Ancire, Ancire l'ancienne, Ankara la future, deviennent un enjeu. Cette forteresse, clé d'un vaste carrefour, finit par être perdue. D'autres places avancées tombent dans la confusion des années. Les dates se brouillent dans les mémoires, mais la ligne défensive byzantine recule. Là où les cartes dessinaient hier une frontière sûre, s'inscrit désormais une zone d'incertitude, grignotée par les Turcs. Les vieux thèmes orientaux, arméniaques, anatoliques, charcianons, jadis pleins de paysans soldats fiers de leur terre, sont épuisés. Moins d'hommes, moins de chevaux, moins d'argent. Des exemptions, des privilèges, des négligences rongent la base militaire de l'Empire. On paie des mercenaires plutôt que de former des paysans. On oublie la discipline des ancêtres. Les registres se vident, les camps résonnent plus creux. Dans les steppes frontières, des tribus oghuzes commencent à s'installer. Pas seulement des armées de passage, mais des familles, des troupeaux, des tentes. Les sources byzantines et arabes l'attestent, ces nomades se faufilent dans les plaines, longent les rivières, prennent possession des pâturages. Leur présence rend les routes commerciales dangereuses. Les paysans ne savent plus si l'horizon bleu verra surgir un marchand ou un pillard. L'insécurité devient un climat, un manteau sombre sur les campagnes. Alors surgit, du cœur de l'aristocratie militaire, un homme décidé à relever le glaive. Romain Diogène. Un général, un soldat de race, rompu aux manœuvres, plus proche des campements que des salons littéraires. En janvier 1068, la régente Eudocie Macrembolitissa, consciente que seule une épée forte peut sauver l'Empire, accepte de l'épouser. Par ce mariage, Romain devient empereur, Romain IV Diogène. Mais à Constantinople, ce choix résonne comme un coup de tonnerre. La maison Doukas grince des dents. Jean Doukas voit son influence menacée. Michel Psellos, maître des subtilités de la cour, réprouve ce soldat trop franc, trop rude. Dans les coulisses, on note les mots, on prépare les récits futurs qui accuseront l'empereur quand le vent tournera. Romain IV comprend vite qu'il n'est pas seulement assiégé aux frontières, mais au cœur même du palais. Son objectif est clair. Il veut restaurer la puissance militaire, redonner du nerf aux armées de campagne, reprendre l'initiative en Anatolie, chasser la peur qui monte depuis l'Est. Il se heurte pour cela aux habitudes, aux intérêts, aux calculs de ceux qui préféreraient un empire modeste mais stable plutôt qu'un empire en guerre. Mais Romain sait que l'immobilité en ces temps est une mort lente. Il appelle des mercenaires. Normands au visage taillé à la hache, francs au bouclier lourd, cavaliers des steppes, péchénègues, ouzes, rapides et rusés. Il tente de réorganiser les troupes thématiques, de ranimer des forces endormies. Les dépenses militaires gonflent. Le trésor grince, les scribes comptent, mais l'empereur insiste. Mieux vaut un coffre vidé qu'un empire démembré. Alors commencent les marches de Romain IV. En 1068, il quitte la sécurité des palais. Son armée glisse vers la Syrie du Nord et la Cilicie. La poussière des routes se colle aux étendards ornés d'icônes. Des opérations sont menées contre les Turcs, contre des émirs locaux. Quelques forteresses changent de main. Des bannières byzantines flottent à nouveau sur des remparts un temps perdus. Cependant, aucune victoire décisive ne vient briser l'élan des Seldjoukides. Les raids continuent, l'ennemi se dérobe, frappe ailleurs.
En 1069, nouvelle expédition. Cette fois, plus loin en Anatolie orientale. La logistique devient une épreuve. Les routes sont longues, les convois lents. Les Turcs, eux, surgissent comme des ombres, harcèlent, brûlent, s'évanouissent. Les résultats, encore, restent limités. Des villages repris, des pillages évités, mais ni paix, ni frontières stables. Romain apprend pourtant. Il observe la légèreté de la cavalerie ennemie, les pièges du terrain, la difficulté de protéger des lignes d'approvisionnement étendues. En 1070, la campagne se déploie vers l'Arménie et la haute Mésopotamie. Le sol est dur, brisé de montagnes. Les alliances locales sont fragiles. Joseph Tarchagnotes, général expérimenté, sert là-bas. Mais la coordination entre lui et l'empereur n'est pas parfaite. Les ordres se perdent dans l'espace, les délais détruisent les plans. On parle de maladresse, de rivalité, de communications incertaines. La volonté de Romain se heurte aux réalités d'un empire trop vaste et trop divisé. Au terme de ces campagnes, l'armée byzantine est usée. Les chevaux sont fatigués, les hommes aussi. Les finances souffrent. Aucune victoire n'a fixé une nouvelle frontière sûre. Pourtant, Romain IV ne sort pas de ces années les mains vides. Il a acquis une connaissance intime de l'Orient, de ses routes, de ses ennemis. Il sait que l'affrontement décisif finira par venir. Il sait aussi que chaque saison perdue renforce les Seldjoukides. Lorsque vient l'année 1071, l'air lui-même semble attendre. Romain IV fixe son regard sur un nom, Manzikert. Une ville-forteresse, arménienne d'origine, intégrée à l'Empire. Elle se dresse au nord du lac de Van, sur un axe vital entre Anatolie et Azerbaïdjan iranien. Une clé, encore une, dans le grand verrou de l'Orient. La reprendre, la renforcer, c'est tenter de refouler la marée turque, de marquer sur le terrain la volonté impériale. Non loin de là, sur la rive nord-ouest du lac de Van, une autre place attire les convoitises, Khliat, Alat. Elle aussi commande des voies de passage, des routes de tribus nomades, des corridors par où les armées seldjoukides peuvent déferler vers l'intérieur de l'Anatolie. La région entière est un carrefour. Qui la tient ne domine pas seulement des pierres et des eaux, mais les mouvements des peuples. Mais au printemps 1071, les garnisons byzantines locales sont maigres. Des hommes en nombre réduit, coupés du centre, repliés sur leurs murailles, surveillant les plaines avec inquiétude. Leur isolement logistique est criant. Ils savent qu'en cas d'assaut d'une grande armée, ils ne tiendront pas longtemps. Les murs sont solides, les cœurs aussi, mais sans renfort, sans ravitaillement assuré, chaque jour peut être le dernier. À Constantinople, pendant que l'empereur prépare cette nouvelle campagne, les tensions montent. Entre Romain IV et la famille Doukas, la méfiance est devenue un mur invisible. On craint qu'en l'absence de l'empereur, un coup de force ne renverse l'équilibre. On murmure des serments, on échange des regards lourds. Dans les textes de Michel Ataleiates, de Jean Skilitses continué, transparaissent ces rivalités sourdes. Romain, cherchant à tenir compte des forces en place, confie un corps de réserve important à Andronic Doukas, membre de la famille rivale. Geste politique autant que militaire, mais aussi pari dangereux, car il place un adversaire potentiel au cœur même de son dispositif. Ce choix, plus tard, pèsera comme un destin. Dans le même temps, un débat muet traverse les conseils de l'Empire. Faut-il concentrer les forces vers l'Orient, alors que des menaces grondent aussi dans les Balkans ? Les Péchénègues menacent les plaines du Nord. Les Normands, en Italie du Sud, mordent les dernières possessions byzantines en Occident. Où frapper d'abord ? Où sauver l'essentiel ? Pour Romain, la réponse est claire. Sans l'Anatolie, cœur agricole, bassin de recrutement, l'Empire n'est plus qu'une coquille vide. Il choisit donc l'Est, malgré tout. La décision tombe comme un glaive. En 1071, l'empereur partira lui-même, en personne, à la tête de l'armée, vers Manzikert.
Constantinople reste derrière lui affaiblie, divisée, vulnérable aux manœuvres des Doukas. La capitale étincelle encore au soleil, mais en son sein, le pouvoir est fragmenté. Cette fracture, invisible aux yeux des soldats qui préparent leur monture, sera l'ombre qui accompagnera Romain IV jusqu'aux plaines de Manzikert, jusqu'au choc du 26 août, jusqu'à la déchirure qui changera à jamais le visage de l'Anatolie et le cours de l'histoire byzantine.